L'archevêque président des jeunes agriculteurs de Landes, Monsieur Taleb, bonjour. Donc, je l'ai bien compris, vous avez mis un peu donc vos différents points. Déjà, l'agriculture, certainement, elle se complète et elle répond à différents marchés. Et par rapport à votre présentation, vous avez parlé de transition énergétique, crise agricole, bien sûr. Par rapport, donc, quelles seraient vos 3 actions phares que vous metteriez en place les premiers mois si vous êtes élu, pour donner un sens à votre politique pour l'agriculture normande et marquer éventuellement un changement ou une rupture? Au niveau du budget, donc entre la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, le budget alloué à l'agriculture et ses filières représente 20 millions du budget de la région hors FEADR. Est-ce bien proportionné pour vous, du fait de l'importance du secteur? On parle d'environ 100 000 emplois qui en dépendent. Et quelle part de budget comptez-vous allouer demain à ce secteur? Je réponds tout de suite? Oui. D'accord. Alors, 3 mesures. Oui, je sais qu'il y avait cette question-là. Et en fait, bon, c'est normal, c'est le jeu. Hein. Mais pourquoi 3 plus que 5 ou 2? Franchement, je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais sérieusement, je pense que 1. Si vous en avez 5, vous voulez dire. Oui, mais il y a des mesures, mais vous trouverez la sortie. Non. Sérieusement, je pense que la priorité, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le sujet du renouvellement. Et je pense que ce n'est pas une mesure pour le coup. Je pense que il y a eu une série de discussions, mais qui étaient quand même contraintes par les règles européennes sur la DJA, hein, qui était dans un contexte qui nous était imposé, un calendrier qu'on ne maîtrisait pas très bien. Il y a eu des malentendus ou des incompréhensions. Je pense qu'on devrait être capable de réunir des assises de l'installation, mais régionales, et pas au calendrier et à l'agenda des services de l'État ou de l'Union européenne, pour regarder quelles mesures intelligentes, complémentaires on met en place pour réellement, depuis l'approche de sensibilisation, de promotion du métier de paysan, jusqu'à effectivement les aides adaptées à chaque type d'installation, on soit capable d'agir. Hein, et sans mettre sous la table les questions compliquées. Hein. Il y a la question du foncier sur lequel les régions n'est pas hyper en capacité d'agir, mais hormis quand même via la politique territoire, hein, via les contrats avec les territoires, qui, je pense, demain, comme hier, continueront à exister et faire l'objet de négociations, et je pense que ce n'est pas suffisamment pris en compte. Donc il y a une série de trucs hein, qu'il faut... je vous ai parlé tout à l'heure du coup de pouce agricole qu'on avait valorisé en Haute-Normandie. Voilà, c'est un des sujets, c'est un des outils dans cette panoplie-là. Je pense qu'il faudrait... réellement, donc commencer par ça. Et réunir tout le monde, mettre tout le monde autour de la table et le faire, franchement, cette fois-ci, sans les contraintes qu'on avait là, qui étaient, je vous l'ai dit, européennes. Puis après, il y avait quand même une contrainte aussi, qui était qu'on approchait des élections. Hein. Donc là, après les élections, c'est vachement mieux pour être pragmatique. Hein. Donc, et moi, je crois au pragmatisme pour essayer de prendre des mesures concrètes et efficaces. Ça, c'est la première des choses. Après, je pense que autour de la montée en gamme, franchement, hein, c'est quoi les labels, c'est quoi les certifications, comment est-ce que tout ça s'articule avec la marque Normandie? Alors c'est vachement bien, j'ai vu tous les programmes, tout le monde est pour la marque Normandie, donc c'est formidable. Donc je ne veux quand même pas vous dire que nous on est contre parce que tout le monde est pour. On est évidemment pour. En même temps, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Hein. Donc comment est-ce qu'on articule ça concrètement avec ce qui existe, avec Gourmandie, avec le travail qui est déjà fait via IRCA, avec... label, certification, etc. Donc moi, je pense que c'est pas ça. Enfin, ça mérite mieux qu'un slogan, hein, cette histoire-là. Évidemment que la marque Normandie, c'est un truc qui est formidable hein, pour valoriser notre territoire et ses produits. Mais encore une fois, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder ce qu'on met derrière, quel type de valorisation de produits, de quelle filière. Voilà, je crois qu'on a quand même, encore une fois, beaucoup d'avantages dans notre terre, une belle terre de polyculture élevage. Il y a des trucs qui ne sont pas suffisamment mis en avant du point de vue des certifications. Je pense, je ne sais pas moi, filière porc normand sans OGM, par exemple, je pense que c'est des choses qui auraient de la gueule et qu'il faudrait savoir être capable de proposer, de mettre en place pour avancer. Ça fait 2. Bon, je vais rester à 2, peut-être, c'est pas grave. Non, il y a un mot sur le budget. Oui, bien sûr. Par contre, sur le budget, je vais vous répondre rapidement. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai vu des trucs fantaisistes. Il n'y a pas de commune mesure entre la période qu'on a connue antérieurement, où les régions en fait, avaient peu de politique agricole. Alors, je parle peut-être plus pour la mienne que pour la Basse-Normandie, historiquement, hein, parce que la Basse-Normandie s'était organisée un peu différemment. Clairement, vu ce qu'étaient les compétences des régions qui étaient assez faibles, les compétences des départements qui quand même existaient encore, voilà.
Aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement différente. Hein. On voit bien d'abord que je ne suis pas sûr que les départements auront la possibilité de continuer à faire du soutien à l'agriculture, mais très vite. Hein. Et donc, la responsabilité, elle incombera aux régions, premièrement. Deuxièmement, on sait aujourd'hui que si on veut faire vivre les PDRR qui sont maintenant validés dans les 2 régions, évidemment, il faut qu'il y ait de la contrepartie et que les régions étant celles qui orientent et qui ont l'autorité de gestion, évidemment qu'elles doivent être à la hauteur des choix qu'elles font. Hein. Et donc, ce que je peux vous faire un peu de, je veux dire, comment dire, pas de démagogie, mais je pourrais dire comme ça, si on gagne les élections, ça va être autant de millions qu'on va mettre. Je ne vais pas vous dire ça. Hein. Ce que je vais vous dire, c'est que cette année, on a fait plus de 2 millions d'euros d'investissement en région Haute-Normandie, simplement pour être à la hauteur des choix qu'on avait faits, hein, y compris qu'on avait fait parfois dans la douleur, tout le monde n'était pas d'accord, sur le PDRR, et notamment pour être capable d'accompagner les investissements d'élevage. C'est pour ça, quand j'ai vu qu'on mettait 3 millions d'euros en Haute-Normandie, j'ai un peu rigolé. Hein, c'est pas vraiment sérieux de dire des choses comme ça ou de les répéter, parce que c'est pas vrai. Hein, ne serait-ce que les 15 derniers jours, la région Haute-Normandie, elle a engagé 1 400 500 000 euros, simplement pour faire la contrepartie du PMBE, enfin de l'ex-PMBE, de la mesure 4.1 du PDRR sur les investissements d'élevage. Et je pourrais ajouter qu'on a dû faire 600 000 euros, la région toute seule, par anticipation de mesures, puisqu'on n'était pas capable d'être prêt avec le PDRR, sur la transformation fermière. Hein. Donc voilà, ça veut dire clairement, dès cette année, en 2015, pour être à la hauteur des responsabilités de la région, en Haute-Normandie, on a augmenté le budget, mais vous regarderez le compte administratif. Ce n'est pas des promesses de budget, ce n'est pas des autorisations vagues de programme, c'est des crédits de paiement qui ont été engagés de plus de 40% par rapport à ce qu'il était antérieurement. Il faudra continuer, parce que je ne vois pas comment ce sera possible autrement. Alors la politique en Haute-Normandie, vous savez qu'on a la réputation d'être bien gérée, ça a toujours consisté à mettre 1 euro là où il fallait mettre 1 euro. Ce n'est pas de faire des effets d'annonce sur les dizaines de millions d'euros qu'on mettrait, mais c'est par contre, à chaque fois que c'est nécessaire, être capable de mettre les millions d'euros qu'il faut. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, et que c'est ça la bonne méthode. Merci. Question de Régis Chopin, président de la FDSEA, de l'heure, 27. Monsieur Taleb, bonjour. Je ne peux pas faire abstraction du fait que vous avez été délégué du dossier agricole pendant la mandature actuelle. L'agriculture française souffre en permanence aujourd'hui d'une surtransposition sur les schémas régionaux, les directives, et également les réglementations. Et donc je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Est-ce que pour vous, l'agriculture normande a un problème quant à son empreinte environnementale dans ces territoires ? Alors j'en ai 2 autres qui viennent derrière, peut-être serait-il bon que vous les notiez. Faut-il maintenir, selon vous, un haut niveau d'exigence réglementaire au niveau des agriculteurs ? Enfin, des inflexions doivent-elles être engagées en matière de politique régionale environnementale, et si oui, lesquelles ? Je veux bien les répéter, si vous voulez. Je ne suis pas surpris non plus. Écoutez, je n'ai pas trop l'habitude de me défausser. L'empreinte environnementale, évidemment qu'elle existe, l'empreinte environnementale. Et je veux dire, c'est pas, comme moi je dis ça, ce n'est pas une accusation ou une mise à l'index, c'est un constat. C'est un constat, c'est le produit de systèmes aussi, qui sont des systèmes qui ont été très fortement encouragés, je le sais aussi, qui ont été très fortement encouragés depuis longtemps, notamment par la PAC du premier pilier. Et donc, il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour que ça change. Moi, je suis un écologiste convaincu depuis très longtemps, et je pense que cette conviction-là, je la garderai. Mais je suis aussi de ceux qui pensent que les transitions les plus difficiles, elles se font avec les publics concernés, sinon ça ne marche pas. Sinon, on se fait jeter dehors. Voilà. Donc, je pense que... Et donc, ça veut dire qu'il faut faire les choses de façon progressive. Mais clairement, la ressource en eau, on ne peut pas dire qu'elle est en bon état. On le sait tous, et c'est pas... Voilà, ça veut dire qu'on est tous responsables de ça. Je suis vraiment convaincu que... je sais que ça ferait sourire, mais c'est pas grave. On est là pour sourire, c'est pas si mal non plus, par les temps qui courent. Je pense que vous excusez-moi de dire vous, parce que c'est un vous collectif qui n'est peut-être pas approprié, mais je pense qu'on ne mesure pas suffisamment à quel point les agriculteurs sont sans doute parmi les meilleurs alliés, les écologistes sont sans doute parmi les meilleurs alliés des agriculteurs. Je pense qu'on a beaucoup à gagner, on aurait beaucoup à gagner, et qu'on gagnera beaucoup à l'avenir à travailler sur cette transition-là. Mais oui, parce que en réalité, j'en ai parlé au tout début de manière très, très peut-être un peu bâclée, mais
les changements devant lesquels on est, parce qu'il y a la ressource en eau, parce qu'il y a une demande alimentaire forte des consommateurs, et donc la santé des consommateurs quand même est en question, quand même. Enfin, avec les phytos, la santé des consommateurs est en question. Hein, ces questions-là, le fait qu'il y ait en même temps, c'est pas que des emmerdements, parce qu'il y a une demande forte de bons produits de l'agriculture locale. Hein, vous le savez mieux que moi. Hein, donc ces questions-là, il faut qu'on avance dessus. Il faut qu'on avance dessus ensemble. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire sur pourquoi on a intérêt à agir ensemble. Oui, parce que je crois que la valeur ajoutée environnementale des produits à l'avenir, qui est quelque chose que nous on porte, que c'est vous qui pouvez le porter. De la même façon que l'agriculture, on sait bien aujourd'hui, c'est la COP21 qui commence, il y a l'histoire du climat. On sait bien qu'un des moyens les plus intelligents de piéger du carbone, c'est de bannir les surfaces agricoles. Déjà, je vous rappelle quand même que sur le foncier, on est souvent d'accord. Et puis deuxièmement, effectivement, de maintenir des surfaces couvertes. Et ça j'ai peut-être un peu trop parlé des circuits courts ou de l'élevage, et il faut aussi parler des grandes cultures. On défend les filières courtes, mais on n'ignore pas qu'il y a des filières longues dans la région, qu'elles aussi, elle doit pouvoir être accompagnée, soutenue, etc., etc. Et je pense qu'on les soutiendra efficacement, mais surtout durablement, à la condition de mettre en place en même temps des mesures environnementales. Donc moi, je ne vous dirai pas qu'il y a trop de réglementation. Ça ne veut pas dire que je rêve de réglementation toutes les nuits. Hein. Il y a des choses compliquées, moi-même, j'ai du mal à comprendre. Je vous assure que mettre en place les MEC, quand vous êtes élu, que c'est la première fois que votre collectivité doit mettre en place des MEC, bon, c'est un cauchemar. Hein. Donc, vous connaissez mieux que moi. Mais voilà, donc il faut faire avec ça. Je ne dis pas que c'est formidable. En même temps, je suis conscient que ce n'est pas formidable. Mais en même temps, je pense que se dire que la source des problèmes de l'agriculture française aujourd'hui, c'est les contraintes environnementales, c'est vraiment une profonde erreur. Moi, je vous invite à ne pas faire cette erreur-là. Je suis vraiment convaincu qu'on est face ça, je voulais dire, à la veille d'un tournant qui est comparable à celui des années 60, où on vous a demandé beaucoup de choses, on vous a dit il faut faire comme ça et pas autrement, etc., etc. On est à la veille d'un tournant qui sera comparable. Et donc, face à ça, ou bien on travaille ensemble, ou bien on continue à se battre contre des chiffons rouges. Moi, je sais bien, hein, j'ai des copains écolos qui sont des agriculteurs pollueurs, et puis il y a des agriculteurs qui disent les écolos nous emmerdent. Hein. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on sorte de ça à un moment donné, et que si on sait sortir de ça, alors ça ne va pas se faire en 3 mois, il y a sans doute des années de travail, on pourra progresser ensemble. Mais moi, je suis pour le maintien de réglementation, parce que la ressource en eau, elle est comme elle est, et c'est pas possible que ça dure comme ça. Voilà, et après, il faut accompagner. Une fois qu'on a décidé ça, il faut être capable d'accompagner. Je vous rappelle quand même que les régions ne sont pas prescriptrices en matière réglementaire. Hein, mais néanmoins, je m'en lave pas les mains, je n'ai pas non plus envie de me défausser. J'étais trop long. Très bien. Si, mais vous aurez peut-être l'occasion par les questions qui vont suivre maintenant. Je vois les bras se lever, on prend 3 questions. Et puis, vous y répondez et vous pourrez conclure aussi. Bien. Bonjour, Monsieur Taleb. Jean-Luc Duval. Moi, je suis agriculteur dans l'Orne. Vous nous avez dit qu'Yannick n'était pas là aujourd'hui parce qu'il était chez AIM. Je voudrais comprendre. Yannick Soubien, il y a quelques jours ou autres, s'est opposé à la modernisation et l'agrandissement d'un atelier porcin dans notre région. Voilà, j'ai du mal, de temps en temps, dans les divergences et les incompréhensions que vous avez évoquées, à notre niveau, j'ai du mal à comprendre que nos élus, et notamment le parti que vous représentez, montent vent debout pour sauver les emplois chez AIM. Et de l'autre côté, quand des producteurs de porc qui restent à capitaux familiaux, je ne parle pas de grandes entreprises, de multinationales et autres, ce sont des agriculteurs sur le terrain, se modernisent ou agrandissent leurs bâtiments porcins, on vous retrouve de l'autre côté de la barrière comme opposant. Voilà. Dans les incompréhensions, je voulais mettre le doigt sur ce sujet. Merci. Et à votre gauche, je crois, il y avait une question. Vous avez le micro. Oui, c'était un peu sur le même sujet. Sur votre projet, c'est une production saine, locale. Je voudrais savoir, l'agriculture conventionnelle, est-ce que vous la soutenez aussi? Et puis, évidemment, dans le même sens, vous soutenez, évidemment, pour pérenniser un outil d'abattage. Derrière ça, il faut de la production. Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre à nos côtés, parce qu'on a des associations environnementalistes qui nous mettent des bâtons dans les roues? Merci. Pierre Le Baillif. Oui, au niveau, pour les jeunes, évidemment, du coup de pouce agricole, on entend bien qu'il y a une nouvelle population d'agriculteurs qui n'ont pas forcément les mêmes formations ou qui ne viennent pas du même milieu agricole, et tant mieux pour le renouvellement.
Mais ces jeunes-là, quand ils ont moins de 40 ans et qu'ils ont à portée de main l'obtention d'un diplôme, pourquoi vous, la région, ne les incitez pas à passer par vos lycées pour compléter leur formation, faire le parcours avec les autres jeunes, parce que ça enrichit tout le monde, et de passer par le parcours aidé national pour qu'on... Voilà la question. Très bien. 3 questions, pardon, donc 3 réponses et votre conclusion dans le temps qui vous reste et qui est ici devant vous, secrètement entre vous et moi. Sur une seconde. Sur l'élevage porcin, je ne doute pas que s'ils sont posés, c'était vraiment pour de très bonnes raisons. J'ai complètement confiance, je suis totalement solidaire que les choix qui sont faits par Yannick Soubien, par François Dufour sur le sujet, je présume, je ne connais pas le sujet, enfin ce cas-là particulier, mais je présume que leur position, elle est complètement cohérente avec celle dont j'ai fait part au début. C'est-à-dire, nous, on pense qu'un des problèmes, c'est les agrandissements inconsidérés, c'est les industrialisations inconsidérées. Ça m'a été reproché par une partie de vos collègues en Normandie. Hein. Moi, j'ai tenu à ce qu'on plafonne les aides et qu'effectivement, les aides à l'élevage n'aillent pas sur les exploitations à plus de 200 GB en bovin, enfin avec quelques unités en plus quand même pour les GAEC. Mais voilà, ça, je l'assume. Hein. Je pense que ce n'est pas ça le modèle agricole que nous voulons soutenir. Alors, en plus, je souligne quand même que le fait que nous, on ne souhaite pas le soutenir, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut simplement dire qu'on pense que les moyens de la collectivité publique ne doivent pas aller sur ces projets-là. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Hein. C'est nos incitations, nos aides, elles doivent aller d'abord sur les petites fermes, hein, sur les moyennes fermes, aujourd'hui, les situations, sur ceux dont la situation est quand même économiquement la plus compliquée. C'est pas forcément sur ces projets-là. Après, moi, voilà, je suis pas un allumé intégriste non plus. Hein. Je pense qu'il peut y avoir des témoignages sur Haute-Normandie. On a eu des cas d'élevage porcin sur lesquels, je connais moins la Basse-Normandie que la Haute. En Haute-Normandie, on n'a pas un problème majeur avec l'élevage porcin, qui est un élevage lié au sol pour l'essentiel, enfin qui n'est pas excessif ni en quantité ni en volume de manière générale. Hein. Sur l'agriculture, la question sur l'agriculture conventionnelle, je pense que, et ça c'est, alors avec les outils qu'a la région, ça me permet de répondre peut-être plus facilement. La région, elle a les outils essentiellement du FEADER. Le FEADER, ça sert à quoi? Ça sert à accompagner la transition. Enfin, en tout cas, c'est ma conception. Ça doit servir à ça. Ça doit servir à accompagner la montée en gamme, les évolutions favorables. Et il y a beaucoup et d'ailleurs, franchement, on a parfois des grands débats là-dessus. Mais après, quand on voit les dossiers, il y en a beaucoup de dossiers. Il y a des gens qui investissent et qui essaient voilà. Et donc, clairement, les aides, elles doivent être ouvertes à tout le monde pour accompagner les efforts, le travail qui est fait par tous, mais aussi pour accompagner les contraintes que les gens peuvent avoir. J'ai parlé des systèmes de conversion tout à l'heure sur le restauration à domicile ou sur la bio, mais ça peut se concevoir sur d'autres systèmes de production. Quand un système de production lui demande de faire des évolutions liées, je sais pas, à la protection de l'environnement ou à d'autres motifs, ils doivent être accompagnés, ils doivent être aidés. Je pense que les aides, elles doivent servir à ça. Et donc pas, si vous voulez, pour être plus direct, pas être distribuées de manière générale, indifférenciée et sans critères. Moi, effectivement, je suis favorable, et ce n'est pas seulement sur l'agriculture. Les aides économiques, je pense qu'il ne faut pas arroser là où c'est mouillé, quoi. Il faut qu'elles soient réservées pour eux. Non, mais donc ça veut dire, par exemple, pas tellement aux grandes entreprises, mais plutôt aux TPE, PME dans la région, etc. Elles doivent être distribuées là où ça fait vraiment effet levier, là où ça aide vraiment. Et moi, je suis sidéré, ça fait pas très longtemps que j'ai siégé, et ça n'aura pas duré longtemps dans la CDOA de Seine-Maritime, mais je suis sidéré de voir sur les DJA, par exemple, à quel point certaines, on voit bien qu'elles font effet levier, que s'il n'y a pas la DJA, il n'y a pas l'installation, et sur d'autres, franchement, c'est plus discutable. Je vous dis ça tranquille, je veux dire, enfin, quitte à me faire aimer un peu plus, mais franchement, on ne peut pas ne pas s'interroger là-dessus. On ne peut pas ne pas s'interroger là-dessus. Les aides publiques, chaque aide publique, chaque euro public, il doit servir à faire effet levier. Si c'est juste donner en plus du reste, je ne vois pas l'intérêt, moi, personnellement. Je pense qu'en tout cas, cette question, elle n'est pas taboue, qu'elle devrait être sur la... Je dis ça, je n'ai pas le pouvoir de le faire. L'Union européenne, le cadre national du FEADER nous a dit c'est comme ça et pas autrement. Donc voilà, ok, on fait c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais si c'était moi qui décidais, je pense que ce serait peut-être un petit peu différent. Attendez, je ne vais pas oublier de question. Association environnementale, coup de pouce agricole, je ne vous oublie pas, monsieur le Baïf, je sais. Ça fait plein de fois qu'on en parle, mais on va continuer jusqu'à la dernière minute. Je ne sais pas, vous me dites qu'il y a des associations environnementalistes qui vous embêtent, mais je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas pourquoi. Donc moi, je ne réponds pas sur l'ensemble des associations environnementalistes. Je pense que les associations environnementalistes, elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont, qui sont quand même pas grand-chose.
et elles sont utiles, hein, globalement. Si on me demande une réponse générale, je vous dis, elles sont généralement utiles. Et après, elles ne sont pas à l'abri les unes ou les autres, ici ou là, d'excès ou d'erreurs de diagnostic. Ça. Mais moi, je pense qu'on a plutôt besoin de plus de politique environnementale que de moins, quoi. Et on a besoin de plus d'un territoire plus couvert que moins. Et je pense que ça aussi, c'est l'intérêt de la profession agricole de ce point de vue-là. Alors, il y a des conflits d'usage, il y a des compromis à construire. Encore une fois, moi, je suis pour la construction de compromis, y compris via des dialogues un peu toniques. Hein, c'est pas gênant, mais c'est comme ça qu'on avance, quoi. C'est comme ça qu'on avance. Sinon, on reste chacun campé sur ses positions et on n'y arrive pas, quoi. Sur le coup de pouce, alors, je pourrais me contenter de dire la région n'a pas le pouvoir de décider. De mettre en place un cursus de formation de jeunes agriculteurs qui fait un coup de pouce. Je veux dire, on a la charge des lycées, mais de l'entretien des bâtiments, du soutien à la vie scolaire, mais en aucun cas des programmes d'enseignement, hein, qui restent du domaine de compétences de l'État. Mais je ne me contenterai pas de ça, cette réponse-là, qui serait un peu trop facile. Moi, franchement, j'entends ce que vous dites là-dessus. Hein. J'ai du mal à démêler parfois la part de ce qui serait une opposition totale au coup de pouce parce que parce que ce n'est pas le dispositif classique que vous avez l'habitude de gérer. Et puis des propositions d'amélioration. Notamment, ce que j'ai bien entendu de ce que vous avez dit depuis le début, c'est que vous étiez inquiet sur, en gros, l'accompagnement et la formation des gens qui s'installent. Et ça, moi, j'entends bien ça. Je suis convaincu de ça. Enfin, je pense que c'est essentiel. Vous savez, en plus de l'agriculture, j'étais en charge de l'économie sociale et solidaire. Et le problème, c'est pas les idées, c'est même pas les sous, parce que les gens, ils en trouvent un peu des sous. Hein. Quand on les aide un petit peu, ils peuvent en trouver. Le problème, c'est d'être accompagné, d'être conseillé, d'avoir des grands frères, enfin d'avoir des tuteurs, des formules de parrainage de chefs d'entreprise qui sont éprouvés, expérimentés, etc., etc. C'est beaucoup plus important que le fric et tout ça en économie. Et je pressens que c'est un peu la même chose dans l'agriculture. Donc la question de l'accompagnement et de la qualification des accompagnements, pour moi, est tout à fait centrale. Et donc, je vous disais tout à l'heure que dans les 3 premiers trucs qui n'étaient pas vraiment des mesures, il me reste plein de temps. Il fallait traiter le problème renouvellement. Moi, je serais totalement d'accord pour que cette question de comment les candidats, les bénéficiaires de coups de pouce sont accompagnés, formés, etc., en lien avec ceux qui font ça, enfin avec la profession, soit sur la table. Moi, franchement, je pense que c'est des choses que la nouvelle région peut lui souhaiter, hein, qu'elle sache mettre en place, parce qu'on a tous à gagner à ce qu'il y ait le moins de plantage possible, quoi. Il y a évidemment toujours des gens qui se plantent quand ils s'installent. Je note quand même au passage qu'en agricole, moins qu'ailleurs, et bravo, hein, c'est clairement, on a moins de chutes, moins d'échecs en installation agricole qu'en création d'entreprise en règle générale. Donc ça, c'est plutôt à l'actif de la profession agricole. Donc moi, là-dessus, je suis open. Enfin, je pense vraiment que c'est un sujet sur lequel il y aurait à travailler utilement. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Je me disais, il y a du temps, mais c'est parce qu'il y a la conclusion dedans. Eh bien, écoutez... Je n'ai pas forcément besoin de conclusion. Enfin, je pense que j'ai dit les choses dans le temps. J'ai essayé de les dire dans le temps imparti. Moi, je voulais vous remercier. Tous ceux à qui j'ai eu l'occasion de travailler, d'avoir des discussions toniques, je disais, ou parfois pas du tout d'ailleurs, ces dernières années. Moi, je trouve que, je répète, quoi, je pense qu'on a vraiment la chance en Normandie d'avoir de l'agriculture. Je pense que voilà, c'est inconcevable évidemment d'imaginer l'avenir sans que l'agriculture joue un rôle très important. C'est vraiment une profession d'avenir, c'est une profession qui est... moi, je ne suis pas du monde agricole, vous le savez, je suis urbain, et ben voilà, je peux au moins témoigner de ça, c'est que l'attente des consommateurs pour l'agriculture, pour les agriculteurs, elle est absolument considérable. Elle peut que s'améliorer si on est capable ensemble de travailler à la fois sur la qualité des produits qu'on propose, mais aussi sur la qualité du dialogue qu'il faut peut-être reconstruire de manière un peu moins caricaturale. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc je ne veux pas le répéter. Je pense que prenez conscience que les écologistes sont peut-être... non seulement sont en aucun cas ceux qui vous pourrissent la vie, c'est pas à cause de nous, hein, si on est en difficulté aujourd'hui, je veux quand même dire ça. C'est quand même pas les écologistes qui ont fait la politique agricole française de 1960, c'est pas non plus les écologistes qui ont fait la PAC du premier pilier, c'est pas non plus les écologistes qui font l'OMC, c'est pas non plus les écologistes qui font l'Union européenne. Et donc, voilà, réfléchissons et travaillons ensemble à construire les compromis qui vont permettre de faire du gagnant-gagnant pour vous comme pour la société, quoi. Voilà.